Budget limité, équipe réduite, obligations réglementaires, menaces cyber toujours plus présentes. En tant que RSSI, vous êtes sous pression. Et pour gérer tout ça, des tonnes de données Excel, de logs, de scans. Pilotez votre cybersécurité autrement. Tenacity est la plateforme SaaS qui simplifie le management de la cybersécurité pour toutes les équipes SSI. Modélisez votre organisation. Définissez vos objectifs cyber. Évaluez votre conformité. Pilotez vos plans d'action et de contrôle. Mesurez et partagez votre performance cyber. Gagnez 50% de temps sur vos tâches de pilotage. Rassemblez toutes vos données et processus pour une vue 360 de votre cyber. Fédérez toutes les parties prenantes autour de votre vision de la cyber. Le tout au sein d'une seule et même plateforme. Les RH avaient déjà un SIRH. Les commerciaux avaient leur CRM. Maintenant, les RSSI ont Tenacity. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Tenacity. Avant que nous commencions, et pour laisser le temps à tout le monde un peu de s'installer, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez? Romuald, je te laisse. Et moi également, oui. Est-ce que vous nous entendez bien tous les deux? On vous entend bien, parfait, très bien. Parfait. Vous avez vu, il y a le chat, n'hésitez pas à l'utiliser et à l'user. Je vous demande un petit instant le temps de partager mon écran. Normalement, ça arrive. Parfait. Allez, je vois que le monde arrive. Bon, si vous ratez les quelques premières minutes, il y aura un replay. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire co-animé Tenacity Made in Black. Donc, je suis Baptiste David, je suis responsable de la stratégie de marché. Aujourd'hui, on va vous parler de NIS2 et de sensibilisation. Et j'ai la chance donc de partager la scène aujourd'hui avec Romuald. Merci Baptiste. Donc oui, moi c'est Romuald Lenné et donc je suis responsable marketing produit chez Made in Black depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc je vais plutôt parler du sujet sensibilisation et formation à la cybersécurité avec NIS2. Parfait. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, c'est basiquement dans le titre. On va parler de NIS2, de sensibilisation. C'est un sujet qui doit se réinventer régulièrement au vu des évolutions à la fois technologiques en menace et réglementaires. Et ben, c'est bien ça. On va regarder aujourd'hui et analyser ensemble comment bien réussir sa sensibilisation en 2024 avec ces nouveautés. On va commencer par une petite introduction. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter Tenacity. Donc, on est éditeur d'une plateforme de pilotage de la cybersécurité. On est éditeur français. On a fêté notre 6e année. Quelques chiffres aujourd'hui, donc plus de 150 clients, plus de 50 salariés. Et donc, notre objectif à vous l'avez vu dans cette petite vidéo, c'est de vous accompagner au quotidien sur le pilotage de votre cyber pour l'idée de vous rendre plus serein face à ces multiples enjeux. Quand on parle d'enjeux de cybersécurité, aujourd'hui, il y a forcément la hausse de la menace, des incidents de plus en plus forts, impactants, et on aura peut-être l'occasion d'y reparler, et surtout des évolutions réglementaires qui peuvent être très impactantes. Je crois que NIS2 est un très bon exemple pour ça. Qu'est-ce qu'on fait dans Tenacity? Alors, c'est une plateforme de pilotage, ça peut paraître un peu flou. Eh ben, aujourd'hui, on vous accompagne dans une plateforme unifiée sur ces 6 cas d'usage ici. Donc, globalement, que ce soit gérer votre conformité, vos risques, piloter vos plans d'action et les reporter, gérer spécifiquement votre conformité. Alors, il y a un enjeu conformité, certification, mais globalement, gérer vos plans d'audit, vos contrôles réguliers, analyser et traiter vos risques, traiter vos fournisseurs et gérer vos incidents de cybersécurité. Donc, c'est vraiment une plateforme globale pour gérer la cybersécurité. Romuald, je te laisse présenter Made in Black pour ceux qui ne connaîtraient pas. Merci. De mon côté, donc Made in Black, 20 ans d'existence, bientôt 21 aujourd'hui, fondé en 2003. Nous, notre objectif, c'est de sécuriser le collaborateur en entreprise, de sécuriser le collaborateur face à toutes les nouvelles zones d'attaque auxquelles il fait face, donc de protéger sa boîte mail. C'est d'ailleurs notre premier produit qui a vu le jour en 2006, où on a protégé donc ce canal de communication qui était le plus utilisé pour
faire passer les cybermenaces dans les systèmes d'information. Donc 2006, le lancement de Protect, de l'analyse de plus de 6 milliards d'emails reçus donc chaque année par les entreprises qui nous font confiance. On a lancé une nouvelle offre en 2020 qui s'appelle Cybercoach, donc qui est une solution de simulation de cyberattaque où on va envoyer des simulations donc dans un environnement totalement sécurisé aux collaborateurs pour qu'ils puissent repérer les pratiques et les différentes pratiques utilisées par les pirates informatiques, pour essayer de tromper notre vigilance et de lui amener les bonnes pratiques face à ces menaces pour pouvoir réagir en temps et en heure de la meilleure des manières possibles. Donc cette simulation de cyberattaque, puis une formation cybersécurité via une plateforme d'e-learning où là, on va parler de tous les sujets de la cybersécurité, de l'email au mot de passe, en passant par la gestion des canaux tels que Teams ou Zoom, pour vraiment l'acculturer à tous les champs d'attaque possibles de la cybersécurité. Et dernièrement, le petit nouveau ici, Seeker, qui est notre gestionnaire de mots de passe, qui va permettre d'avoir un coffre partagé avec tous ces mots de passe en entreprise, et que ce soit ces mots de passe pro ou perso. Donc aujourd'hui, c'est 22 000 organisations qui nous font confiance, avec un taux de renouvellement de 96%. Donc on aime bien le mettre en avant parce que voilà, ils nous font confiance et continuent de nous faire confiance au fur et à mesure des années chez Men in Black. Parfait, merci pour cette présentation. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, deux acteurs de la scène cybersécurité française pour vous parler d'un sujet qui n'est certes pas que français, qui va bien se positionner au niveau européen. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide état des lieux. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui par rapport à NIS 2 ? Alors pour ça, pour commencer, je vais simplement vous proposer un petit sondage. Aujourd'hui, NIS 2, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez lancé le sujet ? Est-ce que il est en cours ou est-ce que vous comptez le garder pour plus tard ? Donc vous avez normalement le petit bouton. Je reviendrai sur les résultats plus tard. NIS 2, qu'est-ce que c'est ? NIS 2, c'est une directive européenne. Ce qui est important, c'est directive et européenne. Directive, ça veut dire que le texte qui existe aujourd'hui, qui a été publié il y a de ça quelques années, il va être décliné, transposé dans le droit local français. La directive européenne définit une ligne assez haut niveau et qui va demander à chaque État membre de faire son propre texte. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que aujourd'hui, les mesures spécifiques de sécurité ne sont pas définitives. Le texte qui va s'appliquer à vous, entité essentielle et entité européenne, n'est pas fini. Il y a eu un gros travail de consultation mené par l'ANSSI au printemps, enfin on va dire hiver et printemps 2024, ce qui nous permet, nous éditeurs notamment, je crois que vous faites partie aussi Men in Black d'Exatrust, donc vous avez pu participer à ces consultations, d'avoir un aperçu de ce qui va être demandé. Alors si on regarde le calendrier, l'étape d'après, c'est pas l'ANSSI, c'est l'Assemblée nationale qui doit rédiger et faire voter un texte. Normalement, l'Assemblée nationale a jusqu'au 17 octobre 2024 pour faire valider et publier ce texte de loi. L'actualité, on va dire politique étant celle que l'on connaît aujourd'hui, il n'est pas garanti que le texte définitif sera connu et publié au 17 octobre. On vise plutôt l'année 2024. Et la particularité de cette directive européenne, c'est qu'elle donc va définir ce que sont des entités essentielles et importantes, donc des entités juridiques présentes dans les États membres, et que chacune de ces entités devra suivre le texte en vigueur dans son pays. On accompagne un grand client de l'agroalimentaire qui est présent dans 17 pays européens. Finalement, NIS 2, pour lui, c'est 17 textes différents qu'il faudra suivre avec potentiellement chacune son niveau d'exigence. Globalement, la directive étant rédigée de telle manière que on n'aura pas des grands écarts en termes d'exigence de sécurité, mais les textes, les liens aux exigences, les mots utilisés, les chapitrages ne seront pas les mêmes. Alors, pourquoi NIS 2 ? Pourquoi le régulateur européen a sorti un nouveau texte ? Alors, il y avait forcément NIS 1 qui date de 2018. Le premier élément, c'est d'élever le niveau de sécurité des entités. Ce que je vous ai mis là sur le slide 3, 34, 5, 14, 37, c'est les considérants. C'est ce qui est avant les exigences, c'est ce qui permet vraiment de comprendre le contexte dans lequel on se pose. Si vous devez comprendre l'essence d'un texte, les considérants,
c'est même prioritaire par rapport au texte en lui-même. Élever le niveau de sécurité des entités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour assurer la stabilité du marché européen, on a besoin de l'informatique. C'est une surprise pour personne. Pour assurer la stabilité de l'informatique, on a besoin de se protéger et de lutter contre la menace cyber. L'ANSSI le dit très bien. L'ANSSI a créé la LPM pour lutter contre la menace étatique. NIS 2, c'est ce qui va nous permettre de traiter contre un peu le tout venant et de protéger l'ensemble des organisations contre basiquement le ransomware. Ça fait des années qu'on essaye de sensibiliser les organisations en disant attention, cela peut vous nuire, peut nuire à votre activité. Bon, aujourd'hui, on a passé l'étape 2 en disant voilà, on va vous obliger à faire de la cybersécurité, tout simplement parce qu'un incident dans une entité quelque part en France peut avoir un impact dans une autre entité en Pologne, par exemple. Le marché étant ouvert, on considère que d'un point de vue informatique, il est ouvert. Le deuxième objectif, c'est d'uniformiser les pratiques entre les États membres. NIS 1 existait, chaque pays dans sa transposition, il y a eu des grands écarts. La Finlande était très très avancée, la France était très très avancée sur NIS 1, donc les fameux opérateurs de services essentiels avec des mesures de sécurité qui étaient très très poussées en termes de cloisonnement, en termes d'utilisation de solutions techniques, etc. Et donc en fait, il y avait des pays qui n'ont pas avancé et qui le niveau de sécurité n'était pas au niveau souhaité par le régulateur. Et donc, pour ça, on a voulu responsabiliser les États membres avec notamment des droits et des devoirs sur les agences nationales. Il faut savoir que la France, au niveau européen, fait partie des États les plus matures sur ces sujets de cybersécurité. Certains pays, je crois que c'est le cas de la Grèce notamment, ont attendu NIS 2 pour structurer leur stratégie nationale de cybersécurité avec la création de ces agences. Et puis le dernier point de NIS 2, qu'est-ce qui va imposer? Alors c'est en général moins aux entités publiques ou privées, entités essentielles ou importantes. C'est ici plutôt aux agences nationales qui vont collaborer sur ces sujets cybersécurité. Donc c'est ce qu'on appelle dans le texte des autorités compétentes ou même des CSIRT, parce qu'il va y avoir un partage d'informations qui va être rendu obligatoire sur les incidents pour éviter la propagation d'un incident et permettre à tout le monde d'apprendre et de s'améliorer sur ces incidents. Ça concerne qui, NIS 2? Donc des autorités compétentes et des points de contact. En France, basiquement, a priori, l'ANSSI. Le texte final n'est pas encore une fois connu, mais c'est bien le porteur de ce projet. Des CSIRT qui seront en charge d'échanger de l'information sur les incidents. Et puis, ces entités importantes et essentielles. Il y a différents secteurs pour savoir si vous êtes concerné par NIS 2, donc des secteurs d'activité, mais aussi le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires. Les seuils sont relativement bas. C'est défini, c'est 50 salariés ou 10 millions d'euros et certains secteurs d'activité. L'ANSSI a mis en place un site, mon espace NIS 2, qui vous permet de simuler et de regarder si oui ou non vous êtes concerné. Le calendrier, je l'ai évoqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être conforme à NIS 2? La première chose, ce sera se déclarer comme éligible auprès de l'autorité. NIS 1, c'était l'ANSSI qui faisait des notifications en disant « Je vous ai identifié comme opérateur de services essentiels, donc vous devez appliquer NIS 1 ». On a renversé la tendance tout simplement parce qu'on n'est pas passé on a augmenté le volume. On parle de 10 000 entités en France qui seraient éligibles à NIS 2. Ce sera à vous, a priori, via ce même portail NIS 2, de vous déclarer avec votre secteur, votre taille, votre chiffre d'affaires, des points de contact et certains éléments de cartographie de l'écosystème des entités NIS 2. Une des grandes nouveautés, c'est qu'avec NIS 2, vous allez devoir notifier vos incidents. Alors, le texte nous dit impact important. La transposition viendra définir, mais vous allez devoir communiquer à l'ANSSI sur vos incidents de cybersécurité. Alors, RGPD a commencé à nous apprendre dessus, mais RGPD, c'était surtout le contact auprès des utilisateurs qui faisaient peur. Ici, c'est bien simplement de la communication à l'ANSSI. L'ANSSI l'a dit, des contrôles seront menés, des audits, et je crois que le pire que vous pourriez faire en tant que RSSI, chargé de sécurité, chargé de conformité, c'est si quelqu'un vient vous faire un audit et de dire « je ne sais pas où j'en suis ». Donc pour ça, vous pouvez dès à présent essayer de vous évaluer. Il existe différentes ressources. Tenaci propose dans sa plateforme de quoi s'évaluer et de mesurer et justifier de votre conformité pour pouvoir dire à un éventuel auditeur qui viendrait
Oui, je suis conforme, je ne suis pas conforme, mais j'ai prévu des choses. Et puis globalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être conforme à NIS 2 ? C'est appliquer les mesures de sécurité. Alors, elles sont en cours de rédaction et de validation dans les transpositions. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'hygiène. On va se situer, si on devait qualifier ça en termes de niveau de maturité, vraisemblablement au niveau du guide d'hygiène de l'ANSSI. Guide d'hygiène de l'ANSSI, c'est 40 mesures de sécurité qui sont essentielles, dans lesquelles on va vous demander de gérer votre obsolescence, vos sauvegardes, vos patchs, et bien sûr, pour le sujet qui va nous intéresser, la sensibilisation. L'enjeu de la sensibilisation et de NIS 2, c'est que avec NIS 2, une organisation qui serait soumise ne pourrait pas dire, à partir de 2024, ça ne me concerne pas, ce n'est pas pour moi, la cybersécurité, c'est pour les autres, je ne suis pas une cible, etc. Ce que l'on entend malheureusement beaucoup trop aujourd'hui. Donc, voici un peu l'état des lieux pour NIS 2. Je vais juste jeter un coup d'œil à mon sondage pour voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, 40%, vous nous dites, c'est pas initié. Ce sera traité en 2025 et plus tard. Effectivement, le texte final arrivant en fin d'année. Et 40% nous disent, c'est en cours. Et la dernière partie, ce sera fait plus tard. On a fait un webinaire au mois de mars, Tenacy. Pourquoi commencer NIS 2 dès 2024. Il y a déjà des choses que vous pouvez faire, même si ce texte validé n'est pas connu. Je vous laisserai l'occasion de regarder le replay disponible sur notre site. Alors, quel impact pour la sensibilisation ? Déjà, on va commencer par définir qu'est-ce que la sensibilisation. Moi, j'ai demandé à mon nouveau meilleur ami, ChatGPT, non pas parce que je ne le savais pas, mais finalement, ChatGPT n'étant le reflet de ce qu'il a appris sur Internet, ça peut être, je pense, une bonne synthèse de ce qu'est aujourd'hui la sensibilisation. Donc, on nous parle de processus d'éducation et de formation. Alors, c'est peut-être deux choses différentes qui visent à faire appliquer des pratiques pour protéger les systèmes d'information. Donc, on est bien dans le sujet d'apprendre, de convaincre, de justifier de qu'est-ce qu'il faut faire pour se sécuriser. Moi, ce que j'aime bien ici directement, c'est le fait qu'on distingue le fait de sensibiliser des individus et des organisations dans sa globalité sur comment lutter. Romuald, sur cette définition, est-ce que tu vois des éléments qui manquent ? Est-ce que ChatGPT est un bon élève sur ce sujet de sensibilisation ? Il est plutôt pas mauvais, ouais, sur la sensibilisation. Nous, on aime bien rajouter la façon continue de sensibiliser les collaborateurs. Il faut que ce soit un processus continu et pas juste à un instant T. Ce qui change, entre guillemets, versus la formation, où on va plutôt délivrer de la formation sur un temps donné, et la sensibilisation de manière continue. Ah, très bon, effectivement, très bon détail. Bon, allez, on lui mettra pas 20 sur 20. Mais la sensibilisation, c'est comme le maintien de la conformité. C'est pas un sprint année olympique. On va faire beaucoup d'analogies avec le sport. C'est pas un sprint que l'on fera en début d'année et qui est fini. C'est un marathon. Et il faut tenir le rythme, peut-être un peu moins élevé, mais tenir le rythme tout au long de l'année. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, sensibiliser, c'est une obligation ? Alors, j'ai regardé déjà dans le sujet qui nous intéresse directement, aujourd'hui, NIS 2. Donc, je vous ai mis quelques références, mais directement, on nous dit, dans le considérant 50, que la sensibilisation, c'est essentiel pour améliorer le niveau de sécurité au sein de l'Union. Donc, le régulateur a bien prévu ça, le fait d'éduquer, d'apprendre, de convaincre, c'était essentiel. Et alors, c'est nécessaire, certes pas suffisant, la sensibilisation, mais aujourd'hui, c'est essentiel. Donc, dans ce texte, dans la directive NIS 2, que vous pouvez lire, moi, je vous encourage vraiment pour mieux comprendre un sujet. On n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que de le lire. Il y a différentes notions de ces éléments-là où on nous dit quelles sont les pratiques à déployer. Élément qui est intéressant dans l'article 7, et ici, c'est pas forcément à vous, RSSI, qui s'adresse cet article 7 en haut à droite, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'un État doit déployer un programme de sensibilisation des citoyens. Donc, on n'est pas simplement aux utilisateurs de votre AD, mais vraiment à un utilisateur lambda, un citoyen, comment devenir un e-citoyen et se protéger soi et à la fois son pays et l'ensemble du marché. Donc, d'un point de vue NIS 2, oui, c'est obligé. Je suis allé regarder dans d'autres textes, d'autres référentiels, d'autres frameworks, un peu pour voir où est-ce qu'on nous parlait de sensibilisation. J'évoquais le fait que NIS 2 était une directive européenne, donc chaque pays va faire sa transposition.
nos amis belges ont avancé et ont finalisé leur texte. Donc, ils ont sorti un référentiel qui s'appelle le Siphon Framework, qui est l'ensemble des mesures de sécurité applicables aux entités importantes et essentielles. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Awareness and Training. Donc là, il y a différentes exigences de sensibilisation sur qui il faut sensibiliser, à quelle fréquence, parce que c'est bien le sujet que tu évoquais. Donc oui, les Belges qui ont de l'avance sur ce sujet vont l'imposer. Les documents de consultation ne sont pas publics. Vous pouvez peut-être les trouver sur Internet, mais en tout cas, il y a ce sujet de sensibilisation qui vous sera imposé si vous êtes soumis. Et puis, j'ai regardé les autres référentiels. Basiquement, ISO 27001, il y a tout un chapitre qui s'appelle Leadership qui va demander à vos sponsors de la cybersécurité dans votre organisation. Alors, le top management, on y reviendra, mais les différents managers et comités de direction de pouvoir prendre des décisions. Et je pense que pour pouvoir prendre des décisions, il faut bien avoir été sensibilisé et formé à ces sujets. Et ce sera un des points qu'on voudra adresser aujourd'hui. Et puis, globalement, le dernier axe pour vous convaincre de est-ce que la sensibilisation est obligatoire, c'est toute la gestion des incidents. Que ce soit DORA, que ce soit RGPD, que ce soit le Cyber Resilience Act, qui est un nouveau référentiel qui va sortir, on vous demande de communiquer et de bien traiter vos incidents de cybersécurité. C'est forcément l'axe qu'il existe aujourd'hui dans tous nos référentiels. Pourquoi ? Parce qu'on considère que d'un point de vue prévention, on n'arrivera peut-être jamais à tout traiter. Par contre, il faut pouvoir détecter et traiter pour minimiser les impacts. Et si on ne sait pas reconnaître un incident, si on ne sait pas même l'éviter et si on ne sait pas le traiter, ce point-là ne sera pas adressé. Donc oui, d'un point de vue réglementaire, quel que soit le marché, le secteur dans lequel vous êtes obligé de sensibiliser les utilisateurs. Et puis le dernier point, et je crois que c'est une stat, Romuald, que vous utilisez aussi chez Mail in Black. Aujourd'hui, ce que nous dit le Gartner, 86% des fuites de données, involve, c'est concerne, implique, merci, exactement, implique un être humain. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire cette statistique, Romuald, pour toi ? C'est que aujourd'hui, même si on met des solutions technologiques et techniques dans les systèmes d'information, il est toujours important de ne pas oublier que l'élément principal de risque de cybersécurité, c'est ce qu'on aime dire, c'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise, c'est l'humain. Une mauvaise pratique d'un simple collaborateur peut mettre à mal les systèmes d'information d'une entreprise aujourd'hui. Donc, il est important de traiter ce problème et de faire une force, de passer de la faille à le premier firewall sera l'humain maintenant. Parfait. Donc, j'espère qu'on vous a tous convaincus. Je jetais un coup d'œil au chat pour voir s'il y avait des avis différents. N'hésitez pas à échanger si vous n'êtes pas d'accord avec cette nécessité de pouvoir sensibiliser. Donc, qui il faut sensibiliser ? ChatGPT, tout à l'heure, nous disait il faut sensibiliser les individus et les organisations. Moi, j'aime bien cette idée. Il faut sensibiliser ceux sur lesquels repose votre cybersécurité. Vous avez un objectif à atteindre, garantir la disponibilité, l'intégrité de votre système d'information. De qui vous avez besoin ? Vous avez besoin de ceux qui vont appliquer les dispositifs de sécurité, les mesures de sécurité, c'est-à-dire vos utilisateurs et potentiellement vos fournisseurs, qui vont être aussi des utilisateurs un peu particuliers de votre système d'information. Et puis, il y a ceux qui vont vous autoriser à déployer ces mesures de sécurité, donc ils peuvent être à la fois des fournisseurs ou des partenaires, mais aussi votre direction. On le verra, donc il y a un peu deux grandes catégories entre la partie gauche de cette slide et la partie droite. C'est deux enjeux différents, mais en tout cas, il faut avoir l'autorisation. Et puis, Romuald, tu l'as tout à fait dit, au bout d'un moment, il y a un utilisateur. S'il ne veut pas, s'il cherche à contourner à tout prix les mesures de sécurité, vous n'atteindrez pas les objectifs de votre organisation en termes de cybersécurité, que ce soit de la conformité ou des risques. Je pense que vous l'avez compris, de toute façon, c'est une obligation des deux points de vue. Allez, comment réussir sa sensibilisation en 2024 ? Romuald, raconte-nous quelle est la recette magique que tu nous proposes pour réussir ? Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Dites-moi si c'est bon. Je partage la fenêtre. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Normalement. Voilà. Petit chargement. Et je prends un commentaire en parallèle le temps que ça charge. C'est l'inconnu le plus grand risque, pas l'utilisateur. Je sais pas, l'utilisateur, les stats nous montrent qu'effectivement, il peut être source de risque en tout cas. Allez, on voit bien ton écran. À toi de jouer, Romuald. Ok.
Alors, le premier point qui est important quand on parle de sensibilisation et de formation du collaborateur, c'est de savoir d'où on part, d'évaluer d'abord le niveau de vulnérabilité exact des collaborateurs dans l'entreprise. C'est toujours une phase fondamentale et cruciale avant de lancer n'importe quelle solution de sécurisation. Il faut savoir où on se situe. Donc, ce qu'on aime bien proposer pour optimiser cette évaluation et pour qu'elle soit la plus pertinente possible, c'est d'avoir une approche innovante. Cette approche innovante, elle peut passer par une analyse ludique des connaissances, proposer des éléments gamifiés pour évaluer les connaissances des collaborateurs. On essaie de rendre l'apprentissage des employés interactif et dynamique pour que l'employé ne soit plus un simple récepteur passif, mais vraiment un acteur et un participant actif de sa formation. C'est important aussi de proposer ces éléments gamifiés parce que le collaborateur, quand il va jouer, ici on a un exemple par exemple d'une solution de gamification où on voit un bureau avec un post-it et un mot de passe qui est disponible sur l'écran, on voit une clé USB qui est entrée dans la tour de l'ordinateur ou un mot de passe qui est en ligne. On va lui proposer de jouer, d'apprendre en s'amusant et donc il va être beaucoup plus honnête dans ses réponses. Il va ne pas avoir le stress qu'on peut subir quand on est dans une formation, dans une salle avec avec plusieurs collaborateurs, avec sa direction, avec ses collègues où là, on est un peu plus en retrait. Ici, il va pouvoir répondre en totale honnêteté et vous allez avoir des données ultra précises sur ses connaissances et ses compétences sur différents sujets de cybersécurité. Donc, je vous dis, ça passe par l'email, ça passe par la gestion des mots de passe, sa gestion des réseaux Wi-Fi publics et j'en passe et j'en passe. Donc, si on propose ces éléments gamifiés, on aura des données beaucoup plus précises sur les vulnérabilités réelles des collaborateurs dans l'entreprise. Deuxième élément, c'est d'avoir des tests pratique. Donc voilà, ce qu'on disait entre la sensibilisation et la formation, c'est que ici on va faire intervenir le collaborateur. Dans l'analyse ludique, on va le faire jouer. Dans les tests pratiques, on va le faire tester et voir en temps réel comment réagir face à des cyberattaques. Alors ça peut être des tests de phishing. Baptiste en parlait tout à l'heure. Voilà, le ransomware est la cyberattaque par excellence aujourd'hui, et il est essentiel que chaque collaborateur, allant de la direction à l'administration, en passant par le marketing et tous les groupes de collaborateurs, puissent reconnaître les pratiques utilisées par les cyberattaquants en termes de phishing, ransomware ou encore d'autres typologies de cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Hein. On a du browser in the browser, man in the middle, whaling, fraude au président. Je pourrais vous faire une liste à la Prévert de toutes les typologies de cyberattaques qui existent aujourd'hui, mais il est important de pouvoir simuler ces cyberattaques dans un environnement totalement sécurisé pour que le collaborateur puisse comprendre en direct qu'est-ce qu'il doit faire face. Je te confirme, il y a un petit retour de Michel dans le chat qui nous dit « L'utilisateur est d'abord un allié dans la sécurité, détection des problèmes et signalement ». C'est bien ça. On veut tester ici sa capacité à le traiter. On est absolument d'accord, parce que si un employé va signaler l'email, le DSI RSSI va pouvoir avoir le bon comportement tout de suite, prévenir l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Attention, il y a une cyberattaque en cours, une simulation qui utilise telle marque ou tel objet dans l'email. Merci de faire attention, de supprimer les emails qui proviennent de cet expéditeur. Donc c'est ultra important, c'est lui qui va pouvoir comme je disais, il passe du maillon faible au premier rempart face à ces cyberattaques. Important de valoriser aussi ce collaborateur dans ses pratiques au quotidien. Donc, on va lui proposer des manières ludiques, on va lui proposer des tests pratiques. Important aussi d'avoir du feedback immédiat. Alors ça va pas être directement dans l'étude des vulnérabilités, mais si pendant l'étude de vulnérabilité, on peut lui apprendre quelques bonnes pratiques immédiatement, c'est toujours bon à prendre. Lui dire, voilà, cet email était du phishing, merci de regarder l'expéditeur, de passer ta souris sur les liens, plein de pratiques qu'on va pouvoir lui expliquer en temps réel pour qu'il puisse ancrer l'information directement dans son cerveau au moment de l'erreur ou au moment de l'action, si ce n'est pas une erreur. Et donc voilà, j'ai analysé, j'ai fait des tests pratiques, et donc il faut monitorer tout ça en temps réel, suivre le comportement de sécurité de ses collaborateurs, voir quelles sont les actions de tel ou tel collaborateur face à une cybermenace. Est-ce qu'il est plus à même de rentrer son mot de passe quand c'est une demande de Teams? Est-ce qu'il est plus à même de cliquer sur un fichier
sur un fichier Excel qui va utiliser le biais cognitif de l'appât du gain. On va te dire voilà, tu as gagné un iPhone 15, où on connaît tous ces objets de mail qui donnent envie de cliquer. Donc on connaît maintenant quels sont les comportements des utilisateurs face à telle menace. Donc ultra important de suivre en temps réel les réactions de ses collaborateurs et les actions à mettre en place pour remédier à tous ces problèmes. Donc 3 éléments: analyse ludique, test pratique et monitorer en temps réel. Donc maintenant on a bien évalué les vulnérabilités, il va falloir adapter et distinguer tous ses collaborateurs et ses groupes d'utilisateurs dans son entreprise. On ne peut bien évidemment pas proposer la même formation à un développeur informatique qu'au personnel administratif. Même s'il y a des bases de cybersécurité et on est d'accord qu'il faut avoir pour tout le monde les mêmes bases de cybersécurité, parce que sinon on est susceptible d'avoir une faille sur un email de phishing ou autre. Mais il faut connaître et évaluer les besoins spécifiques de chacun de ses collaborateurs ou chacun de ses groupes d'utilisateurs. À vous de connaître quel est le niveau de responsabilité de tel ou tel collaborateur. Bien évidemment, la direction, on va faire beaucoup plus attention parce qu'ils sont plus à même d'être la cible de cyberattaque que le stagiaire qui vient d'arriver. Et encore, on va plutôt essayer de passer par le stagiaire qui aura moins de connaissances pour pouvoir remonter la chaîne logistique, entre guillemets, de pouvoir remonter la chaîne jusqu'à la direction. Si on trouve une faille, une porte d'entrée chez un collaborateur, on peut forcément atteindre tout l'ensemble de l'entreprise. Donc important de donner un niveau de base à tout le monde, mais aussi d'adapter en fonction du niveau de responsabilité et des compétences actuelles des collaborateurs. Donc les compétences, je vais l'avoir définies via mon audit des vulnérabilités. Je sais qui est plus à même de cliquer sur un mail de phishing, qui est plus à même de rentrer un mot de passe sur un site dit malveillant. Et en plus, en fonction de son niveau de responsabilité, je vais pouvoir adapter et personnaliser le contenu de formation. Donc très important de pouvoir concevoir des modules adaptés, de pouvoir répondre à des sujets spécifiques pour tel ou tel collaborateur. Je parlais du personnel administratif, par exemple. Ils vont être plus à même de recevoir des mails dits de phishing ou de fraude au président parce que ils communiquent beaucoup avec les C-level dans les entreprises et ils communiquent beaucoup avec la direction. Et donc, si un cyberpirate va pouvoir se permettre de prendre l'identité du président et de pouvoir demander un virement ou pouvoir demander un accès à des données clés de l'entreprise. Donc, on va prioriser cette formation pour ses collaborateurs et on va plutôt prioriser une formation sur les enjeux des cyberattaques sur le code pour les développeurs informatiques. Donc voilà, on personnalise, on priorise et comme ça on adapte bien la formation en fonction des besoins spécifiques qu'on aura définis avec notre audit et des responsabilités clés des collaborateurs. Je me permets une petite anecdote, Romuald. Effectivement, moi j'ai déjà connu ce monde-là. Alors j'ai un passé de consultant, c'est un secret pour personne. Un RSSI qui sensibilisait en disant n'ouvrez pas les mails qui ressemblent à des factures. Oui, quand c'est un développeur, ça peut marcher, effectivement, oui. recevoir des factures dans son mail pro. Par contre, quand c'est un personnel administratif aux achats, c'est quand même son métier. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir personnaliser le discours. Mais ça existe vraiment. Alors, c'était il y a quelques années, mais c'est essentiel de pouvoir d'avoir ce discours-là et ça me paraît très intéressant. Oui, on est totalement d'accord. Si on dit aux commerciaux de ne pas ouvrir les devis ou de ne pas ouvrir les factures, on ne va pas avancer. Donc voilà, on personnalise et donc en termes de modules de formation en tant que tel et de sujets de sensibilisation, mais aussi le format. Parce que nous, on a remarqué, on s'est dit, ok, on est dans l'ère du numérique, on va proposer des formats de formation 100% digital, en micro ou nano-learning, donc nano-learning en 2-3 minutes, micro-learning en 5 à 8 minutes, et tout le monde va être heureux parce que c'est digital et que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Eh bien mal nous en a pris parce que on se rend compte que finalement, tout le monde n'est pas aussi appétent aux nouvelles technologies et tout le monde n'est pas pas réfractaire non plus aux nouvelles technologies. Donc il faut varier les formats de livraison de cette formation. On va avoir du print pour certaines personnes, on va avoir des sessions en groupe pour d'autres parce qu'ils se sentent mieux dans un petit groupe et ils aiment bien échanger avec leurs pairs. On va avoir des formations personnalisées pour des acteurs à grande responsabilité dans l'entreprise. Il faut comprendre, comme le rôle et la responsabilité, il faut comprendre quel est le format de délivrabilité le plus à même de renforcer l'engagement des collaborateurs.
Parce que on sait qu'un point important, c'est justement l'engagement des collaborateurs à la formation. On a toujours du mal, nous en tant qu'êtres humains et collaborateurs que nous sommes, à se dire encore une formation, encore un exercice, encore une évaluation. Il faut qu'on propose de manière la plus personnelle et personnalisée cette formation. Pour ça, on renforce l'engagement et on permet d'avoir une formation la plus précise et la plus divertissante possible en ajoutant des éléments gamifiés. Donc ici, voilà, on a vu nos vulnérabilités, on a distingué et adapté. Et ce que je disais précédemment, c'est que quand on parle de sensibilisation, on parle de culture de sécurité continue. Important le mot continue ici. La course de fond, on en parlait juste avant. C'est important d'avoir une sensibilisation permanente. Si on fait une formation à un moment donné, bien évidemment, l'information va se déliter tout au long de l'expérience de collaborateur dans l'entreprise, et c'est bien normal. On ne peut pas se souvenir de tout le temps de manière ultra précise. Donc, il faut mener des campagnes régulières. Ça peut être des réunions trimestrielles, un petit webinaire trimestriel. Ça peut être des campagnes d'affichage dans l'entreprise. Ça peut être un mail du DSI, RSSI ou de la direction à un moment donné pour un petit rappel. C'est important de proposer des mesures régulières pour toujours avoir en tête les bonnes pratiques face aux cybermenaces. Et en plus, ouais, la menace aussi, elle évolue. On évoquait les factures qui étaient à une source. On a vu dernièrement des faux mails pour gagner des places de JO. C'est aussi l'intérêt, je pense, d'utiliser une plateforme qui va vous faire pouvoir évoluer son contenu avec les différents types d'attaques. Alors, j'écouterai le replay. Romuald, je les connais pas toutes, dans toutes celles que tu as citées. Mais la menace évoluant, il faut accompagner vos utilisateurs à savoir détecter ces nouveautés, bien sûr. Mais là, tu me les glisseras dans un mail. Oui, mais tu soulèves un point clé, on parle de nouvelles cyberattaques, mais aussi on parle de nouveaux sujets. Là, le sujet des JO, il est récurrent aujourd'hui. Il faut sensibiliser les collaborateurs à bien réagir face à ces nouveaux emails. Si on leur envoie des simulations en leur proposant voici les nouveaux emails qui arrivent, on vous fait gagner des places, on vous promet monts et merveilles pour les JO, on va leur apprendre à bien réagir face à ces menaces et à ces nouveaux sujets. Et donc là aussi, on va mener des campagnes de simulation qui vont être différenciées. Je ne vais pas envoyer une quantité d'emails à mes collaborateurs parce que sinon ils vont en avoir assez de s'entraîner à la cybersécurité. Mais il faut que je sache que voilà, un collaborateur qui est plus vulnérable, qui va avoir du mal à repérer ces campagnes de phishing, je vais lui en envoyer beaucoup plus qu'un collaborateur qui est plus à même de reconnaître toutes ces pratiques fallacieuses qu'on essaye de lui faire, qu'on essaie de lui mener. Donc on va lui envoyer moins de campagnes, des campagnes plus difficiles, on va moins lui taper dessus, mais il faut que ça soit quand même continu et il faut lui apprendre régulièrement parce qu'il y a de la sophistication des cyberattaques, il y a de nouvelles menaces qui arrivent, donc même s'il est très fort sur la reconnaissance des campagnes de phishing par SMS, on va quand même lui apprendre à reconnaître une attaque man in the middle que je te partagerai, Baptiste, sans problème. Et un sujet clé, bon alors là vous le connaissez, Baptiste en a déjà parlé également, c'est l'implication de la direction dans cette sensibilisation. Un collaborateur qui fait sa formation, qui est sensibilisé mais qui voit que la direction ne suit pas la même formation ou survole ce sujet, va être beaucoup moins à même d'avoir un engagement actif face à cette sensibilisation. Il est important que la direction montre l'exemple, qu'elle soit impliquée, qu'elle fasse la formation avec ses collaborateurs. C'est important qu'on puisse voir la direction et se dire ok, c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est plus un sujet annexe comme il y a quelques années, la sécurité et cybersécurité, c'est très lié aujourd'hui. Et comme on fait des formations de réflexe incendie, on va faire des formations de réflexe phishing. Et ça, la direction doit prendre en main cette formation et doit montrer l'exemple aux collaborateurs. Et je crois que tu as un retour positif dans le chat. Laurent nous dit tout à fait d'accord avec Romuald, la cybersécurité devient un véritable outil de management de l'entreprise de la part de la direction. Effectivement, c'est bien cet élément. Il faut le faire descendre aussi, l'initiative de la direction vers le bas. Donc, Laurent, appuie ton discours.
Bon, bah, très heureux. C'est vrai qu'on fait du top-down et du bottom-up aussi, où on expliquait le collaborateur repère la cyberattaque, en informe le DSI, la direction est informée, et donc c'est une belle boucle de cybersécurité qui peut se faire dans l'entreprise. Et ce qu'il est important aussi de proposer aux collaborateurs, c'est de la reconnaissance et de la récompense. C'est se dire, ok, merci d'avoir signalé cet email, merci d'avoir repéré cette cybermenace en ligne, continue cet effort, continue de faire partie de l'équipe et d'avoir une posture sécuritaire aussi importante dans l'entreprise. Il faut donner des récompenses, ça peut être des badges en ligne, ça peut être un simple mail de la direction disant merci, continue tes efforts, ça peut être une reconnaissance publique aussi. Enfin, il est important d'encourager ces bonnes pratiques en entreprise. Pour les encourager, rien que mieux que de dire un merci ou un petit mail de reconnaissance. Ça paraît bateau comme recommandation, mais c'est ultra important ici. On veut que l'utilisateur réitère l'expérience, qu'il réitère l'action qu'il vient de mener pour avoir une sécurité toujours au top dans son entreprise. Donc, culture continue de la cybersécurité, sensibilisation permanente. Et enfin, après tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut mesurer toutes ces actions, évaluer la sécurité, évaluer toutes les mesures de cybersécurité qu'on aura mis en place, évaluer les comportements des collaborateurs face à telle ou telle menace, et pouvoir identifier les zones à risque, identifier on aime bien appeler ça les zones d'attaque, et donc quantifier tout ça pour avoir une base solide une vision claire de où en sont les collaborateurs dans l'entreprise. Une fois qu'on a défini des KPIs assez clairs, on peut se dire, OK, combien de fois mon collaborateur a cliqué sur un email malveillant, combien de fois mon collaborateur a entré un mot de passe trop faible. Voilà, toute une liste de KPIs qui peuvent être recommandés, que vous connaissez certainement déjà très très bien. Et donc, on va pouvoir avoir une vision claire à un moment donné. On a eu l'audit de sécurité au départ. Ici, après toutes les mesures de sécurité qu'on a mis en place, les tests et les applications diverses et variées de sécurité, on voit où on en est. Et donc, il faut avoir une analyse des tendances, bien évidemment, une historisation de toutes ces actions, une historisation de tous les comportements de ses collaborateurs pour pouvoir identifier les patterns et pour pouvoir ajuster sa sécurité en conséquence. On va pouvoir voir, par exemple, qu'on a des attaques qui sont périodiques. On va plus se faire attaquer on parlait des commerciaux. Les commerciaux vont plus se faire attaquer sur des campagnes de ransomware en fin d'année où ils doivent clôturer leur compte. Ils vont avoir des faux devis, des fausses factures qui vont jouer sur le stress et sur le biais cognitif de l'appât du gain. Donc toutes ces choses-là, on va avoir défini, OK, il faut que je fasse très attention à tous mes sales en fin d'année. Je vais redoubler d'efforts pour les former et les réimpliquer sur les bonnes pratiques à avoir face à ces mails à cette période. Plein de patterns comme ça qui vont pouvoir se repérer et on va pouvoir avoir des actions concrètes en fonction des analyses réelles qu'on aura pu définir sur nos collaborateurs. Et donc, après tout ça, ce qui compte, c'est qu'on va appliquer des mesures correctives ultra ciblées, ultra personnalisées sur ces systèmes d'information et sur les comportements des collaborateurs pour améliorer cette résilience et donc entre guillemets, pour être aussi, enfin même pas entre guillemets d'ailleurs, est bon pour être conforme aux nouvelles réglementations NIS2, dont on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, mais on sait qu'il y a un pôle sur la cyberhygiène et la formation à la cybersécurité qui va être ultra important, et donc on va pouvoir prouver qu'on a mis des actions en place, on va pouvoir prouver qu'on a mis une solution de sensibilisation et de formation en place, et qu'on fait attention à nos collaborateurs, qu'on fait attention à la cybersécurité via nos collaborateurs. Il y a un élément, et pour refaire le lien avec NIS2, effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue stricto sensus conformité, souscrire à une solution de sensibilisation, alors Romuald, comme Men in Black, par exemple, vous permet de cocher la case et de dire oui, le sujet sensibilisation, je l'ai. Mais au final, le régulateur, s'il vous demande de sensibiliser, c'est pour traiter le risque. Et sans cette démarche de mesure de est-ce que vous sensibilisez bien, le risque, il n'est pas traité. Donc, vous cochez peut-être les différentes cases qu'on a vues de NIS, de DORA, etc. Mais le 86% des statistiques dans lesquelles des 86% des fuites de données qui impliquent un utilisateur, vous ne le traitez pas. Donc, cette démarche de pouvoir mesurer, vérifier ce que l'on fait et quels sont les angles morts où est-ce qu'il faut travailler, elle me paraît essentielle
pour aller plus loin que de la simple conformité. Après, j'avoue que je pense que si vous vous retrouvez face à un auditeur en disant je fais des tests de sensibilisation, mais je suis en E, comme je le vois sur ton écran de partout, l'amélioration, elle est compliquée. Et oui, très bon point de Philippe, important d'informer l'utilisateur. Quand on a fait toutes ces actions, il faut tout documenter et partager l'information. Ultra important de pouvoir partager aux collaborateurs, à l'ensemble de l'entreprise. Voici les actions qui sont mises en place, voici l'évolution de vos comportements face à la cybersécurité et encore récompenser, reconnaître les bonnes pratiques des collaborateurs, leur dire bravo, merci d'être impliqué dans la sécurité au quotidien. Bon, je vois beaucoup de retours assez positifs dans ce que tu proposes. Alors, j'ai eu un point sur de stage info, peut-être un pseudonyme, j'imagine, que je reprendrai pour la fin. Je voulais revenir, moi, sur un point. Merci d'abord, Romuald, sur tous ces sujets. Moi, je voulais revenir à un point sur comment parler de cybersécurité à cette direction. J'aurais peut-être dû parler en 2020, j'aurais peut-être dû rajouter en 2024. Alors, moi, j'ai identifié 4 sujets. Si vous m'avez déjà vu, je les utilise souvent. C'est quel est l'objectif de parler régulièrement quand un RSSI dit je veux parler à ma direction. Le premier, c'est partager l'état des lieux. Romuald, tu nous as évoqué l'importance de pouvoir mesurer en début où est-ce que l'on en est de sa cybersécurité. Je crois que c'est essentiel de le faire sur la sensibilisation, mais sur tout un tas d'autres sujets, sur la gestion de l'obsolescence, sur la gestion des tiers, etc., etc. Pouvoir fournir une cartographie de aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes responsable d'une organisation en tant que membre de la direction. Finalement, c'est quoi l'état des lieux? Le deuxième point, c'est d'échanger sur les besoins, sur les enjeux de votre organisation. Votre organisation est peut-être soumise à NIS 2. Je vous encourage à vérifier les conditions. Votre organisation, votre direction doit être au courant. Et c'est pas à elle de se poser la question de est-ce que je le suis. C'est à vous de faire remonter cette information et d'expliquer ce qu'est NIS 2. Il y a tout un volet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui sont les sanctions associées à NIS 2. On parle de 3%. Alors, c'est le même ordre de grandeur que RGPD. Je ne pense pas qu'il faille jouer sur la peur et d'aller dire à votre direction « Attention, on doit agir, sinon vous risquez 3% de votre chiffre d'affaires. » Par contre, avoir conscience de ce risque et de ce à quoi on s'expose, et après, pour qu'eux prennent la décision, ce qui est bien le rôle de la direction. Le troisième point qui me paraît important, c'est si on veut convaincre d'agir. Alors, j'aurais pu aller chercher les budgets, c'est ce que j'aurais pu appeler ça aussi. Mais quand tout à l'heure, j'évoquais le fait de sensibiliser, c'est ce qui devait nous permettre de faire valider les mesures de sécurité, c'est ça, c'est votre direction qui doit vous dire « Ok, là, il faut agir ». Parce que la comparaison entre l'état des lieux et les besoins et les enjeux que vous présentez, l'écart est trop important. Les différents graphiques que vous avez pu voir ou que Tonassi pourrait vous proposer est trop important. Donc, je veux agir. Voici les actions que vous pouvez déployer. Et puis enfin, le dernier sujet, c'est transmettre les bonnes pratiques d'utilisation du SI. Alors ça, tu l'as évoqué. La même démarche s'applique sur ce qu'on pourrait appeler les VIP ou la direction. La direction est un membre du système d'information, est un utilisateur du système d'information. Et donc, du coup, il doit aussi appliquer les mesures que tu as évoquées, de savoir reconnaître un mail, la gestion des mots de passe, etc., etc. C'est un facteur aggravant parce qu'ils ont, alors c'est peut-être un peu cliché, mais des utilisations particulières de la direction du système d'information. Il n'est pas rare de constater que la direction n'a pas le même matériel, n'a pas les mêmes droits. Et puis, c'est toujours un peu différent de s'adresser à sa direction pour les sensibiliser, mais c'est ô combien important. Hop. Alors, je regarde du coup, moi je vous ai proposé le petit sondage sur quel était l'objectif que si vous parliez à votre direction. On est donc sur partager l'état des lieux qui arrive en premier, avec également échanger sur les enjeux et les besoins. Donc finalement, c'est vraiment ce qu'il y a autour du système d'information, mais bien ce qui est dans l'organisation. Et je crois que ça reprend un des commentaires qu'on avait tout à l'heure. Bon, le sondage reste ouvert si vous voulez participer. Je vois que tu as eu des questions, n'hésite pas à les prendre, bien sûr. Alors, comment réussir ces éléments? Moi, je vois trois grands chantiers à mener. D'abord, c'est d'évoquer les risques qui existent sur votre situation actuelle. Quels sont les risques d'incident? Qu'est-ce qui pourrait se passer compte tenu de l'état des lieux? Parler à sa cybersécurité, c'est aussi parler d'investissement. Et il y a un risque
qui est parfois pas très bien mis en avant, mais c'est le surinvestissement, parce qu'on peut souscrire à des solutions de protection sans adresser un sujet basique qui est la sensibilisation. Et à un moment donné, si l'utilisateur ne clique de partout, vous avez beau mettre 4 EDR, vous investissez peut-être pas au bon endroit. Donc, c'est les surinvestissements ou les investissements mal orientés. On pourrait avoir le même sujet sur la gestion des ressources humaines. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui remontent des incidents ou des phishing, mais que vous n'avez personne pour traiter l'information, voilà, il y a un type de risque un peu particulier qui peut se générer. Le côté non-conformité et sanctions, c'est un point qui est essentiel de remonter à sa direction. C'est tout simplement les besoins. On l'a évoqué dans le cadre de NIS 2, mais la non-conformité associée à ISO 27001, que par exemple, pour ceux qui seraient dans des démarches de certification, que cette direction sache à quoi correspond cette certification, pourquoi on l'a et qu'est-ce qu'on risque si on ne maintient pas une certification dans le temps. Alors, j'ai dit ISO, HDS, Secnum Cloud, PCI DSS, des certifications, il en existe beaucoup. Donc, basiquement, le risque, c'est une perte de business directe. Vous êtes certifié ISO 27001, vous êtes sur un marché qui vous le demande parce que vos clients vous le demandent, parce que les concurrents le sont, vous le perdez, vous allez perdre de l'activité commerciale. Ce sur quoi il faut communiquer à sa cybersécurité, c'est l'état des lieux, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? On verra bien sûr l'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en plus, mais de partager aujourd'hui l'état des lieux sur, OK, on a un budget de cybersécurité parce qu'on a des solutions, on a du people en place, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? À quel point on maintient la confiance? À quel point nos partenaires, nos utilisateurs, nos équipes métiers, nos équipes IT ont confiance dans la stabilité du système d'information? Alors, c'est pas toujours évident de mesurer ce genre d'éléments, mais de même que la stabilité, voilà, c'est important de dire, OK, on veut faire des choses en plus, mais ce qu'on fait, c'est pas, on part pas de zéro. Si vous êtes debout et que vous n'avez pas eu de ransomware dans les 12 derniers mois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas la cible. Je pense que vous avez forcément reçu ce phishing initial à une campagne de ransomware. Donc, remonter des éléments positifs va vous aider à instaurer une vraie relation avec votre direction. Donc, c'est bien ça. C'est aujourd'hui comment vous traitez la menace actuelle. Certes, il peut y avoir des incidents, mais ces incidents, comment vous les avez traités? Il y a tous ceux que vous avez évités et qu'on ne voit pas forcément. Et quelle est votre performance? C'est un sujet qui nous tient à cœur chez Tenaci. Mais voilà, ces incidents, en combien de temps vous les avez détectés, réglés? Par exemple, une nouvelle vulnérabilité qui sort, je crois qu'il y en a eu une ce matin sur un des composants d'Office du client Outlook de Microsoft. En combien de temps vous avez été capable de le déployer? Et c'est un peu comme un vaccin. L'analogie, c'est quelque chose que l'on marche. On a découvert une nouvelle maladie. En combien de temps on a déployé le vaccin? Donc ça, c'est tout ce qui va vous permettre aussi de remonter l'état des lieux d'un point de vue, certes, risque, leur faire prendre conscience pour leur convaincre d'agir, mais les bénéfices. Et enfin, le dernier point sur comment parler à sa direction, c'est les améliorations. Si vous allez demander des budgets, alors en fonction des entreprises et de la période, on travaille les budgets et la consolidation sur fin d'année, donc on le fait un peu avant l'été. Ces budgets, qu'est-ce que vous allez vouloir en faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas? Et un processus que vous ne traitez pas, un processus de cybersécurité que vous ne traitez pas, c'est un risque que vous ne traitez pas. La gestion des tiers. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez évaluer vos tiers qui sont critiques pour vous? Peut-être que vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas le bon outil, la ressource pour le faire, mais du coup, c'est autant de risques qui ne sont pas traités et qui existent dans votre organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à accompagner vos projets métiers ou IT parce que vous n'en avez pas le temps? Les directions sont forcément assez à l'écoute des transformations numériques dans les organisations, mais si on ne rajoute pas de couche sécurité, la transformation, elle se fait. Et du coup, c'est ces éléments de dire, OK, je veux m'améliorer pour tel et tel sujet et des sujets qui vont les impacter eux. Si vous dites, je veux du temps parce que je n'arrive pas à déployer un EDR, OK, mais un EDR, ça me sert quoi? Ça me sert à traiter un risque. Et ça, c'est important. Et un dernier élément que je voulais apporter à votre attention avant qu'on prenne 2-3 questions, parce que je vois que je suis très bavard, je déborde le temps. La gestion des sollicitations. Aujourd'hui, en tant que membre d'une équipe cyber, vous êtes sursollicité. Des nouvelles vulnérabilités, des audits de vos clients, des régulateurs. Je pense que si demain, un régulateur, quel qu'il soit, ou un client venait faire un audit et que vous n'êtes même pas en capacité de lui répondre parce que vous n'avez pas le temps
de lui répondre, de trouver l'information, ça ferait quand même un peu tâche. Et donc, aller chercher plus de budget, aller chercher des ressources ou une nouvelle organisation, ça va vous permettre de répondre à ça. Mais il faut pouvoir flécher ces demandes de ressources que vous allez pouvoir faire. Et tout ça, c'est bien de la sensibilisation. C'est d'expliquer, c'est convaincre, c'est évangéliser. Alors oui, parfois, c'est aussi simplifier. On enlève de la subtilité, on enlève du détail. Mais l'idée, c'est quand même que vos interlocuteurs, vos différents interlocuteurs arrivent à comprendre le message que vous voulez leur faire passer. Et bien sûr, donc ça c'était pour les 3 premiers points, mais le côté bonne pratique d'utilisation du SI, je pense que les recettes sont les mêmes sur cette direction, quel que soit leur métier. Allez, avant de prendre les questions, je voulais vous partager 5 petites actualités Tenacy. Donc j'ai vu qu'il y avait certains clients. Donc le 27 juin, vous avez l'habitude d'une masterclass pour vous. Le 27 juin, le soir, l'équipe Tenacy sera ravie d'échanger avec vous pour la soirée du cercle. Je crois qu'il y a le concours d'innovation. On sera ravis de participer à cette initiative. Le 11 juillet, encore un webinaire client Tenacy sur la gestion des fournisseurs. Je tease des grandes nouveautés qui vont arriver et qu'on sera ravis de vous présenter avant l'été. Et puis, le mois d'août sera relâche, comme on dit, avec à la rentrée des belles choses qui arrivent. Les universités d'été le 5 septembre à Station F à Paris 13. Le 24 septembre, l'horaire est à confirmer. Donc, suivez les pages LinkedIn pour avoir le détail. On fera une grande table ronde sur l'amélioration continue au sein de la gestion de crise. J'ai déjà quelques beaux invités qui sont validés et je serai ravi de pouvoir communiquer tout ça très prochainement. Bon, le discours, de toute façon, suivez les pages LinkedIn si vous le souhaitez. Je vais vous partager 2-3 petits liens. Si vous voulez en savoir plus sur Nice 2, sur le cœur du sujet et sur tout un tas d'autres choses, sur comment évaluer si vous êtes concerné. Et ensuite, 2 petits rendez-vous. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les différentes solutions de Made in Black et de Tenacy qu'on pouvait proposer. L'idée du jour n'était pas forcément de faire une démonstration. Donc voilà, 2 petits boutons pour prendre rendez-vous sur nos différents sites web. Question-réponse. Alors, moi, j'en ai vu passer une tout à l'heure qui m'intéressait, Romuald, et que je vais te poser parce qu'elle est, j'espère pas te bloquer. Donc, c'est Stage Info qui voulait nous faire le lien entre les mesures que l'on va donner à un utilisateur dans son cadre professionnel et telles qu'il pourrait l'appliquer chez lui. Est-ce que c'est forcément les mêmes bonnes pratiques les bonnes pratiques d'usage sont les mêmes à la maison et au bureau? Alors, on a un ensemble de bonnes pratiques qui vont être très similaires, on va dire même près de 90%. On sait que aujourd'hui, la frontière est très floue entre le monde professionnel et le monde perso. On utilise son ordinateur perso pour le pro et le pro pour le perso. C'est pas la bonne pratique, je l'admets, mais on peut pas surveiller tout le monde. Donc, il faut leur apprendre à bien réagir quand on utilise son portable perso pour le pro. On leur dit ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne manière de faire, mais protégez-vous, regardez si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public avec votre compte pro et que vous êtes à l'extérieur, on n'a pas les mêmes mesures de sécurité quand on est à l'extérieur, donc faites attention et regardez les 3-4 bonnes pratiques à avoir si vous souhaitez quand même vous connecter. Parce qu'on n'arrivera pas à arrêter tout le monde sur les mauvaises pratiques, mais il faut qu'on les accompagne au quotidien sur les bons réflexes à avoir si on fait cette pratique. Donc c'est assez similaire en pro et perso. On a les nouveaux modes de travail qui nous obligent à avoir des solutions de protection assez robustes, même à domicile, mais on sait qu'on n'aura pas la même solution de sécurité, donc il faut connaître les pratiques. Parfait, merci pour ces éclaircissements. Je prends la question de Michel. Peut-on être soumis à Nice 2 et DORA en même temps? De mon point de vue, je dirais non. Nice 2 est présenté comme un texte de base qui ouvre la voie à des textes sectoriels dans la mesure où les exigences seraient plus poussées. Donc, si vous avez déjà identifié votre conformité à DORA, c'est bien DORA qui s'applique. Il y a un terme latin spécifique pour ces enchaînements de textes de loi. J'avoue que je l'ai un peu mangé. Mais donc, c'est bien DORA uniquement dans votre cas. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on peut les prendre, quoi qu'il en soit. Sinon, merci à tous pour votre participation. Romuald, merci pour tous tes éclaircissements sur le sujet de la sensibilisation. Et à très bientôt pour un prochain webinaire Tenacy. Merci beaucoup.
Merci à tous.